Je m'appelle Sylvain Moreau, et ce sont les mots que ma femme, Élise, a prononcés lorsque le juge a rendu son verdict. 5 ans de prison ferme pour un crime que je n'ai pas commis. Elle a applaudi, en pleine audience. Je ne me suis pas retournée pour la regarder, refusant de lui offrir cette satisfaction, mais j'ai vu le reflet de son sourire narquois sur la vitre de la salle d'audience, un rictus mesquin, suffisant, impeccable. On m'accusait d'avoir détourné des fonds de ma propre entreprise, d'avoir falsifié les registres comptables et transféré de l'argent vers des paradis fiscaux. Les preuves écrites étaient parfaites. Trop parfaites, car ce n'était pas moi qui les avais fabriquées. C'était elle. Un policier s'est approché avec les menottes. Les mains, a-t-il ordonné, comme si j'étais une simple nuisance. Alors qu'il me passait les bras dans le dos, je me suis penchée vers mon avocat et lui ai glissé une note pliée que j'avais gardée cachée dans ma paume depuis le début du procès. Personne n'a rien vu, pas même elle. À l'intérieur, il était écrit « Trouvez Michel Cartier immédiatement. Dites-lui que son fils unique a été emprisonné sur de fausses accusations. Ma femme ignore tout de l'identité de mon véritable père. Elle me croyait finie. Elle pensait savoir qui elle avait épousé. Elle pensait que c'était terminé, mais elle n'avait jamais demandé d'où je venais. Elle n'a jamais imaginé que j'étais née avec un plan de secours. La prison n'était pas la punition. La véritable punition, c'était de l'avoir s'emparée de tout ce que j'avais construit. J'avais cofondé Moreau et chassé Innovation depuis notre petit appartement parisien, passé des années à coder, à négocier, à risquer chaque centime que nous possédions. Élise nous a rejoints plus tard, quand les risques étaient moindres. Quand nous avons eu notre premier investisseur, elle a dit vouloir soutenir le projet. Je lui ai confié le poste de directrice administrative et financière. Je lui faisais confiance. Elle était entrée dans ma vie et dans mon entreprise par le mariage. Apparemment, elle avait décidé d'en sortir le même jour. De l'intérieur, les nouvelles me parvenaient rapidement. Dès mon incarcération, elle a changé les serrures de notre appartement du 16e arrondissement, révoqué mes accès à tous les comptes et publié un communiqué de presse vidéo des plus théâtraux. La trahison de mon mari m'a anéanti, disait-elle avec un sanglot sans larmes. Mais je saurais me relever. Les gens l'ont applaudi. Les investisseurs l'ont soutenue. Elle a joué le rôle de l'épouse française bafouée, la femme forte reprenant son pouvoir. Elle a même posté une photo de nous en noir et blanc avec la légende « Parfois, l'amour devient une question de survie ». Mon avocat est venu le lendemain matin. Je l'ai trouvé, a-t-il dit. Michel Cartier. Il a marqué une pause. Vous êtes sérieux? C'est bien votre père? J'ai simplement hoché la tête une fois. Il est prêt à discuter, a poursuivi mon avocat. Il prend l'avion. J'ai regardé à travers la vitre du parloir, mon visage impénétrable. Bien, ai-je dit. Commençons. Michel Cartier n'était pas un simple homme d'affaires puissant. Il était le Michel Cartier, le titan du capital risque, discret et légendaire, derrière la moitié des licornes de la French Tech. Le magazine Challenge l'appelait « le faiseur de rois ». La plupart des gens ne savaient même plus à quoi il ressemblait, mais moi si, car il rendait visite à ma mère une fois par an. En toute discrétion. Pas de gros titres, juste du respect. Elle lui avait fait promettre de ne jamais interférer dans ma vie à moins que je ne le demande. Elle ne voulait pas que son nom et sa fortune fassent de l'ombre à l'homme que je deviendrais. Et j'avais tenu cette promesse, jusqu'à aujourd'hui. Il est entré dans le parloir de la prison comme si l'air même lui appartenait. Pas de garde du corps, pas de présentation, juste, Sylvain. Je me suis levée. Merci d'être venu. Il m'a longuement regardé. Ta mère l'aurait voulu. Puis il s'est assis et a sorti un épais dossier. Voici tout ce que nous avons sur elle, a-t-il dit. Ses pseudonymes, ses mouvements de fonds, les comptes offshore qu'elle ignorait que je pouvais tracer. Elle se prend pour un génie, ai-je dit. Michel a juste souri. Elle est maligne, mais elle n'a jamais joué contre des gens qui bâtissent des empires. Mes mains se sont serrées en poing. Elle m'a laissé pourrir ici, ai-je lâché. Non, a-t-il corrigé doucement. Elle t'a offert un environnement contrôlé. Maintenant, transformons-le en salle de crise. Nous avons commencé lentement,
discrètement. Les hommes de Michel n'ont pas défoncé de porte. Ils se sont infiltrés. D'abord, nous avons ciblé ses finances. Pas par le piratage, mais avec une précision chirurgicale. Ses comptes étaient protégés, certes, mais pas son ego. Elle avait commencé à détourner des fonds de l'entreprise vers un cabinet de conseil privé, enregistré sous son nom de jeune fille. Michel a racheté ce cabinet, anonymement. Le temps qu'elle réalise que quelqu'un suivait ses transferts à la trace, son refuge financier était devenu le nôtre. Puis ce fut le tour des employés. Après le procès, elle avait licencié tous ceux qui m'étaient loyaux. Mais la loyauté ne s'efface pas avec une lettre de licenciement. Un par un, ils ont commencé à nous contacter discrètement, fournissant des documents, des schémas, des alertes. Elle restructure tout pour une vente, a confié un ancien collaborateur à mon avocat. Un acheteur étranger, un calendrier très serré. J'ai serré la mâchoire. Elle prévoyait de dépecer l'entreprise et de disparaître. La voix de Michel était calme au téléphone. Nous la laissons s'asseoir à la table des négociations, mais c'est nous qui choisissons l'acheteur. Pendant ce temps, en prison, je restais silencieux. Routinier, respectueux. Je jouais le rôle qu'elle avait écrit pour moi, jusqu'à ce qu'un matin, le directeur me remette une lettre. Pas d'adresse d'expéditeur, juste une phrase de son écriture, « Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça. » Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai souri lentement. Elle pense que la fin est déjà écrite. 2 mois plus tard, une guerre des enchères a éclaté, exactement comme Michel l'avait prévu. Élise pensait orchestrer l'affaire de la décennie, vendant notre entreprise à une firme technologique chinoise pour près du double de sa valeur. Elle faisait déjà la couverture des magazines, qualifiée de « visionnaire sous pression ». Elle ne réalisait pas que les 2 principaux enchérisseurs n'étaient que des façades, des sociétés écrans financées par la holding de quartier. Elle n'était pas en train de vendre l'entreprise. Elle était en train de me la revendre. Elle a fixé la réunion à jeudi, m'a dit mon avocat lors de notre entrevue hebdomadaire. Dans une tour de la Défense. La grande salle du conseil, pour la signature finale. Et elle ne sait rien, ai-je demandé. Il a secoué la tête. Votre nom n'apparaîtra que sur la toute dernière page. Vous serez dans la pièce. Mais pour elle, vous ne serez qu'un conseiller juridique de l'acquéreur. J'ai hoché la tête une fois. En cellule, je m'exerçais au contrôle de soi. Je me concentrais sur chaque respiration, chaque instant. Je n'allais pas entrer dans cette salle pour crier ou accuser. J'y allais pour la regarder me remettre légalement tout ce qui m'appartenait. Et puis, la veille de la réunion, un gardien m'a transmis une nouvelle enveloppe. Celle-ci ne venait pas d'elle. À l'intérieur, il y avait une photo de quelqu'un que j'ai reconnu instantanément, Julien, mon cofondateur, celui en qui j'avais confiance comme en un frère. L'impact a été celui d'une détonation silencieuse. La photo n'était ni floue ni accidentelle. Elle était nette, claire, sa main à elle posée sur le torse de Julien, tous 2 souriant avec une intimité qui ne trahissait pas seulement une collaboration, mais une complicité dans la trahison. Cela expliquait tout. Pourquoi les traces numériques étaient si parfaitement placées? Pourquoi il ne m'avait pas défendu pendant le procès? Pourquoi il était resté silencieux pendant que l'histoire officielle de l'entreprise était réécrite? Il n'était pas un dommage collatéral. Il était son complice. Elle ne vend pas seulement pour s'enfuir, ai-je dit à Michel sur une ligne sécurisée le lendemain matin. Elle achète sa loyauté avec mon héritage. Michel n'a pas semblé surpris. Nous le suspections déjà. Mais maintenant, c'est devenu personnel. C'est un avantage. J'ai de nouveau fixé la photo, cette fois non pas avec colère, mais avec une précision glaciale. Je les veux tous les 2 dans cette pièce, ai-je dit. Ne l'alertez pas, ils y seront, a-t-il répondu. C'est lui qui apporte les documents finaux. Ils s'attendent à un acheteur étranger. J'ai expiré lentement. Je ne voulais pas de justice de tribunal. Je ne voulais pas de vengeance à la une des journaux. Je voulais le genre de silence qui ébranle les gens pendant des années. Et le lendemain, j'allais les regarder s'engager dans un accord conçu pour les enterrer sous leur propre signature. La salle du conseil d'administration, entièrement vitrée, dominait la ville.
Le soleil matinal se reflétait sur l'acier et le marbre des tours de la Défense. Je suis arrivé le premier, dans un costume bleu marine bien coupé, discret, quelconque, juste un autre représentant légal de la société acquéreuse. Elle est entrée 10 minutes plus tard, radieuse dans un tailleur blanc, confiante, faussement humble. Derrière elle, Julien la suivait, riant à quelque chose qu'elle venait de murmurer. Sa main a frôlé le bas de son dos, comme s'il possédait ce que j'avais bâti. Ils ne m'ont même pas jeté un regard. L'équipe de l'acheteur était déjà assise. Tous des gens de quartier. Des visages sortis des grandes écoles, des sourires impassibles, des stylos de luxe. Ils ont ouvert le dossier lentement. Les pages ont tourné. Les termes étaient généreux. Excessivement généreux. Elle a souri. C'est presque indécent, plaisanta-t-elle. L'avocat principal a hoché la tête. Il ne reste qu'une signature. Dernière page. Elle a saisi le stylo, a fait une pause théâtrale. Puis elle l'a vu. Sylvain Moreau, lui à la voix haute, confuse. Pourquoi son nom est-il ici? Son partenaire s'est penché, parcourant le document. Son visage est devenu blême. Alors j'ai parlé, d'une voix calme et posée. Vous venez de me vendre votre participation majoritaire. La pièce s'est figée. Je ne suis pas revenu pour vous accuser, ai-je continué. Je suis revenu pour reprendre ce que vous avez tenté de voler. Puis j'ai regardé Julien droit dans les yeux. Vous deux. Elle se tenait là, les doigts crispés autour du stylo. Il transpirait déjà. L'équipe juridique n'a rien dit, se contentant d'observer. Les gens de quartier étaient des professionnels. Ils n'ont pas scié. Vous n'avez pas le droit, a-t-elle finalement dit, la voix tremblante. C'est une escroquerie. Vous avez menti. Non, ai-je répondu tranquillement. Vous n'avez simplement pas posé les bonnes questions. J'ai fait glisser un document sur la table, qui a atterri avec un bruit sourd. Une chronologie de ses mouvements financiers, les comptes offshore, les virements vers la société écran de conseil de mon cofondateur. Et vous, dis-je en me tournant vers lui, vous avez utilisé un logiciel propriétaire pour masquer ces transactions. Le système que nous avons conçu ensemble. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Ceci n'est pas un guet-apens, ai-je dit. C'est un retour sur investissement. Vous m'avez tout livré, avec des signatures dûment authentifiées. Sa voix s'est brisée. Vous avez tout manigancé. Je n'ai pas nié. Je les ai juste regardés tous les deux et j'ai dit, je n'ai rien manigancé. J'ai simplement attendu. Vous m'avez donné 5 ans pour étudier le système que vous aviez bâti pour me détruire. Le service de sécurité les a raccompagnés à la sortie, sans violence, juste avec assez de fermeté pour leur rappeler qu'ils n'avaient plus le contrôle. Ils n'ont pas parlé. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient compris. Cette fois, le silence était ma signature.